Vous le savez, chers auditeurs, Bruno Retailleau a choisi d'accorder des visas à des imams algériens malgré les tensions diplomatiques du moment pour pouvoir répondre à la demande justement de responsables religieux en période de Ramadan. Pour parler de cela, ce matin, nous recevons Pierre Martinet, ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE et auteur de Prise en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil. Bonjour Pierre Martinet, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, Alors, merci. je vais commencer par rappeler peut-être cette passe d'armes qui a eu lieu hier sur X entre Bruno Retailleau et Jean-Philippe Tanguy, puisqu'on a l'impression qu'il y a un conflit à droite qui est en train d'émerger sur cette question des imams. Donc certains auditeurs l'ont peut-être rappelé. Donc Bruno Retailleau a tweeté ceci: la fermeté migratoire, ce n'est pas dire et faire n'importe quoi. La venue de ces imams est strictement encadrée depuis des décennies. Ils viennent en France le temps du Ramadan et repartent ensuite. Ma politique, c'est d'une part de faire la chasse aux islamistes et d'autre part de renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans. Entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes et à désespérer les patriotes musulmans sincères, et ils sont nombreux. Je refuse de laisser croire, et je l'assume parfaitement, que dans la République, il faudrait être un mauvais croyant pour être un bon Français. Ce à quoi répondait Jean-Philippe Tanguy: Monsieur le ministre, quel aveu! Pour renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans, il faut des imams français formés en France, tant promis depuis Nicolas Sarkozy, sûrement pas des imams téléguidés par des gouvernements étrangers. On voit que la question est très sensible. Pierre Martinet, pour commencer, comment recevez-vous cette annonce donc de Bruno Retailleau qui explique distribuer des visas aux imams algériens alors que, encore une fois, nous sommes en pleine crise diplomatique avec l'Algérie? Alors, ça résume un peu la politique française dans ce domaine, en fait. Effectivement, depuis Nicolas Sarkozy, et encore plus depuis les attentats de 2015, on entend à chaque gouvernement qu'il faut un islam de France. Alors déjà, c'est une aberration parce que l'islam de France n'existera jamais, parce qu'il n'y a qu'un islam, c'est l'islam du livre. Et donc, c'est pas uniquement la période de tension avec l'Algérie, parce qu'il n'y a pas que des imams algériens qui vont venir pendant la période du Ramadan. Et on nous dit aussi que ce sont juste des récitateurs. Alors ça, je pense que ça, c'est la cerise sur le gâteau, parce que ça veut dire que pendant un mois, ces islams venus de pays étrangers, où l'islam est quand même une religion d'État, où l'islam est quand même euh, fondamentaliste. Et quand je dis fondamentaliste, c'est dans la partie idéologique. Hein, je ne parle pas de terrorisme ou d'islamisme. Hein, je parle de fondamentalisme. Et donc, dans cette partie-là, les imams devraient venir en France uniquement lire le Coran et repartir. On se moque de nous, évidemment, que ça se passe pas comme ça. Ils viennent en France pour comment dirais-je, distiller un islam rigoriste, un islam qui ne correspond pas aux valeurs de notre République, parce que pour être concret et honnête avec les gens, il faut dire que l'islam en tant que tel ne correspond pas et n'est pas adapté à notre laïcité, notre République. Il y a des fidèles qui respectent nos valeurs et vivent selon les codes et les coutumes de notre pays, de notre République française. En revanche, l'islam en tant que tel ne correspond pas à notre modèle. Donc ça, c'est une première partie. Et importer cet islam qui vient de ces pays rigoristes ne fait qu'augmenter justement ce fossé entre l'islam qu'on voudrait de France, et ça fait des années qu'on l'entend, depuis Sarkozy, mais encore plus depuis les attentats de 2015, parce que l'attentat est dirigé et le carburant de ces attentats, c'est cette idéologie islamiste hein, qui aussi fait partie du livre. Je parle de l'idéologie, on est bien d'accord. Et donc ça, c'est intéressant parce que d'un côté, comment dirais-je, on combat l'islam fondamentaliste, on combat aussi les terroristes islamistes sur notre sol et évidemment à l'intérieur, mais on laisse se distiller cette idéologie du Maghreb, du Moyen-Orient, du Proche-Orient sur notre territoire pendant le mois du Ramadan. Et effectivement, si ce parlementaire, ce député n'avait pas soulevé ce phénomène-là, eh bien, chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de visas qui sont accordés pour venir pendant le mois de Ramadan. Je rappelle juste en France, nous avons à peu près 3000 mosquées officielles. Hein.
Là-dessus, vient de se greffer les salles de prière qui sont pas clandestines, hein, mais qui sont pas officielles. C'est comme ça que Donc, ça s'appelle, il me semble, de toute façon. de quoi? Ou les De salles de quoi? prière clandestines, quand elles sont pas recensées, homologuées, ça Oui, elles s'appelle. sont pas. Ben alors, quand je dis clandestines, ça veut dire qu'elles sont pas cachées, mais elles sont pas recensées, bien C'est sûr, hein. ça. Ouais. Mais on a travaillé. Moi, quand j'étais au service, on travaillait énormément sur ces mosquées clandestines, ces salles de prière Ouais. clandestines, parce que c'est là où se distille un imam qui n'est pas, comment dirais-je, qui correspond pas à notre laïcité. Mm. Eh bien, ça veut dire que on est en échec total avec cet islam de France. On n'a pas les, faut pas nous dire qu'on n'a pas les moyens en France. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de musulmans en France. Je sais pas, on connaît pas exactement les chiffres, hein. On va dire qu'il y a 10 millions de musulmans en France. Faut pas me dire qu'il y a pas, on n'est pas capable de sortir des récitateurs. C'est même pas des, on dit que ce sont même pas des imams, ce sont des récitateurs. Donc lire le Coran. Faut pas nous dire qu'il y a pas, on n'est pas capable de, de trouver des récitateurs pendant le mois de Ramadan, des récitateurs français. C'est là qu'on marche sur la tête et c'est là qu'on n'est pas prêt de régler comment dirais-je, cette volonté, d'arriver à cette volonté d'un islam de France. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais d'islam de France. L'islam de France n'existe pas. Mm. Il y a des musulmans qui respectent nos us et coutumes, qui vivent leur religion dans la sphère du privé, de leur privé, mais la majorité, mais il y a une partie qui ne peuvent pas vivre selon les codes de nos démocraties parce que ils sont obligés de vivre selon les codes du livre. Et ça, c'est là le vrai problème. Il faut vraiment comprendre que au bout de la chaîne, au bout de la chaîne, il y a des gens qui sont capables de mourir en martyrs pour imposer cette vision de l'islam. Et entre les deux, eh ben, il y a des gens qui savent pas où ils se situent. Est-ce que je suis un bon musulman si je vis selon les codes, les us et coutumes de notre démocratie, ou est-ce qu'il faut que je vive selon les préceptes du livre et que l'islam soit au cœur de notre société? Je rappelle juste que les frères musulmans qui ont vu le jour il y a presque 100 ans, en 1928, leur premier objectif, leur premier but, c'est remettre l'islam dans le centre des sociétés, au cœur de la vie. Donc, on peut pas. Aujourd'hui, c'est complètement antinomique, c'est complètement aberrant et incohérent que d'un côté, on veut être ferme avec cette idéologie-là, et de l'autre, on laisse rentrer, cet islam importé de pays pour qui cette religion est une religion d'État. Mm. Alors, ça se fait physiquement, mais on pourrait aller chercher plus loin. Avant l'arrivée d'Internet, il y avait les paraboles, il y avait Al Jazeera, il y avait toutes ces chaînes du Maghreb ou du Moyen-Orient ou du Proche-Orient qui importaient cet islam-là. Donc en fait, c'est très significatif de l'imprégnation de cet islam importé de l'étranger sur notre sol. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver parce que on est allé tellement loin dans le laxisme qu'aujourd'hui, la moindre action pour essayer de le contrer, eh bien, Bruno Retailleau, pour fermer le banc ou clôturer le débat, parle uniquement d'extrême droite. Donc, on y arrivera, je pense qu'on n'arrivera jamais sans heurts. Quand Jean-Philippe Tanguy nous explique qu'il faudrait justement des imams formés en France, des imams français, pour arriver à cet islam de France, est-ce que c'est pas aussi un échec culturel énorme? Puisqu'aujourd'hui, il faut peut-être aussi réassumer que tout simplement, l'islam n'est pas une religion historiquement française. On dit que la France est la fille aînée de l'Église. Il y a quand même une imprégnation culturelle énorme au-delà de la religion. Est-ce que c'est pas un échec, justement? Mais c'est un échec sur toute la ligne. Et il s'est accéléré ces dernières années parce que le flux migratoire, alors je ne parle même pas de tsunami, de submersion ou quoi que ce soit, j'utilise juste le terme de flux migratoire continu depuis des dizaines d'années, majoritairement arabo-musulmanes, qui viennent avec leur vision d'islam. Et ils veulent pas l'adapter à notre démocratie. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, bien évidemment. Je ne vais pas une généralité, mais ils viennent avec leur vision de l'islam et ils continuent à vivre leur islam comme ils le vivaient dans leur république islamique ou dans leur république, ou dans leur république musulmane où cette religion est une religion d'État. C'est un échec total parce que en fait, ce flux migratoire-là ne s'est pas intégré ou assimilé à nos codes, à notre culture chrétienne, évidemment, à notre histoire aussi. Et ils sont petit à petit, à cause ou grâce au nombre, en train de vouloir imposer leur islam au quotidien. Comment ils imposent leur islam au quotidien? Par des revendications religieuses du quotidien, justement,
Prenons l'exemple des écoles publiques, où dans certaines cantines, il n'y a que de la viande halal, par exemple, pour pas avoir d'ennui avec la population. C'est du véridique, hein, c'est des cas concrets. Oui. Ou, par exemple, les médecins qui font des certificats médicaux de complaisance aux petites filles pour ne pas aller à la piscine, petites filles musulmanes. Et ou alors, dans les entreprises, dans les entreprises publiques ou privées, on demande que le planning soit adapté pendant la période justement du Ramadan, etc., etc. Toutes ces petites revendications du quotidien, si on cède à chaque fois, ce sont des petits renoncements qui, à la fin, nous feront vivre dans une république islamique. Et moi, je ne parle pas de 5, 10 ans, je parle toujours à plusieurs décennies. Si vous prenez la photographie de 1984 et aujourd'hui, on va dire à 40 ans, la, la, la vision de notre société, sur le plan idéologique et sur le plan culturel, est en train de petit à petit dériver vers cette vie islamique. Alors, soit on continue à dire non, c'est pas vrai, c'est une infime minorité, la grande majorité, ça c'est les termes souvent employés, la grande majorité c'est bien intégré, vit selon nos codes, ne vit pas leur islam de façon publique et visible. Ils veulent. Donc, si on continue à nier ce phénomène-là, eh bien, tant pis. Il y a aussi ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, ne le nient pas mais s'en réjouissent. Ça aussi, c'est un nouveau cap qui est franchi. Oui. C'est très intéressant justement que Jean-Luc Mélenchon et une partie de LFI comment dirais-je, le voient également et le disent aussi aujourd'hui dans les médias. C'est vraiment parce que il arrive un moment où on peut plus le nier. Donc, soit on essaye de le stopper, soit on dit c'est une bénédiction pour notre pays et on l'aide, on essaye et on veut vivre avec. Donc, aujourd'hui, idéologiquement, il y a deux camps on s'affronte pas, on s'affronte aujourd'hui encore bien heureusement par des débats, par des échanges. Mais voyons à 50 ans, voyons à 2100, si on continue sur ce chemin-là, à ces dates-là, à 50 ans, l'Europe, la France sera une Europe islamique. Prenons l'exemple de l'Angleterre que je connais très très bien, là où j'ai travaillé quand j'étais au service, où j'ai vécu là récemment pendant 5 ans. L'Angleterre a fait un très grand pas vers une république islamique. Et ça, voilà. Soit on le nie, on continue comme ça, soit on le voit, on le dit et on essaye de le stopper, ou soit comme LFI, on le dit c'est une aubaine, continuons comme ça, changeons notre paysage idéologique et culturel. C'est un choix de société qui va se poser à nous. D'abord, il faut qu'il se pose à nous dans les prochaines élections. Les élections doivent être primordiales. Il faut qu'elles soient cette partie culturelle et idéologique, il faut qu'elle soit au centre du débat de façon à ce qu'on puisse, comment dirais-je, soit continuer sur cette voie-là, soit essayer de l'adapter et remettre. Le but en fait de mes interventions, c'est d'essayer d'expliquer que cet islam-là doit être dans la sphère du privé, comme les deux autres religions monothéistes. On n'a pas d'autre choix que de faire ça. Quand on entend Bruno Retailleau se préoccuper de la façon dont les musulmans de France vont pouvoir vivre leur ramadan, on s'étonne qu'on ne l'ait pas entendu, par exemple, s'émouvoir de toutes ces églises qui sont attaquées à la voiture bélier, qui sont taguées, qui sont profanées, ces prêtres qui sont agressés. Il y en a toutes les semaines. Et là-dessus, Bruno Retailleau semble un peu absent. Est-ce que, là encore, il n'y a pas un problème ? Alors, il y a évidemment un problème, mais j'ai une réponse à tout ça. C'est que à chaque fois qu'ils marchent sur des œufs, à chaque fois, tous, hein, ils marchent sur des œufs à chaque fois qu'ils abordent ce sujet-là. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont tous peur de la réaction. Dans les rues françaises. Il n'y a qu'à voir ces réactions violentes après la mort de Naël. Il n'y a qu'à voir dès qu'il y a. Alors, moi, je condamne bien évidemment, mais dès qu'il y a un tag sur une mosquée, vous avez vu à quel point il y a un soulèvement, il y a une exagération. On parle tout le temps d'islamophobie, d'attentats contre les musulmans. Il n'y a pas eu un seul attentat contre les musulmans, un seul attentat avec
des victimes contre les musulmans en tant que tels, je veux dire. Hein. Il y a eu des musulmans qui ont été tués dans les attentats à Nice, au Bataclan, bien évidemment, parce qu'ils ne faisaient pas de distinction en tirant au hasard. Mais on n'attaque pas les musulmans en France. Il peut y avoir des illuminés qui peuvent euh, euh, péter les plombs, déraper, comme on a vu en Angleterre. Ça, c'est aussi un risque de dérapage vers des intercommunautaires, parce qu'aujourd'hui, on a un laxisme avec cette religion, on marche sur des œufs avec cette religion, et on a peur de prendre des mesures avec cette religion, parce que on a aussi peur des réactions dans les rues françaises. Bah oui. Pourquoi le président de la République ne va pas à la marche contre l'antisémitisme, à votre avis? En 10 Parce que secondes, sinon, Pierre Martinet. oui, en 10 secondes. Eh bien, pour la simple et bonne raison que s'il va à la marche contre l'antisémitisme, ça va être interprété par la rue arabo-musulmane comme une adhésion à la politique d'Israël. Et voilà pourquoi il n'y est pas allé. Ouais, bon, il faut en finir avec cette peur de nos élites de payer le prix de leurs décisions. Merci beaucoup Pierre Martinet d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE et puis auteur de Prise en otage, un agent du service action raconte. Merci et à très bientôt.